Mon mot de minuit, c'est passion. Passion pour mon métier, passion pour ce que je fais à la chaîne de l'Espoir, passion pour ma femme et aussi passion pour un vin, le Chirouble. Mon mot de minuit, c'est Ejo, E-J-O. C'est le même mot dans la langue du Rwanda, le Kinyarwanda, pour dire hier et demain. C'est le titre que j'avais donné d'ailleurs à mon premier recueil de nouvelles. Et je trouve que voilà, à minuit, on est exactement entre hier et demain. Et c'est aussi la façon d'habiter la temporalité qui fait constamment le lien entre le passé et le futur, de façon à habiter le présent de la façon la plus épanouie et apaisée possible. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. En haut d'une côte, une maison basse se dressait entre deux tilleuls. Un chien dormait devant. Oléry arrêta la voiture, coupa le moteur et mit sa casquette. Le chien souleva la tête, mais pas dans notre direction. À peine étions-nous descendus qu'ils apparurent à la porte et pendant un moment ne firent rien, puis vinrent vers nous si lentement qu'ils avaient l'air de partir pour longtemps. Ils étaient très vieux, tous les deux. Elle s'approcha d'Oléry, l'observa longuement, leva la main comme si elle allait lui caresser la joue et retourna vers la maison. Lui, il me fixait avec ses yeux humides de vieillard. Le chien poussa un soupir. Oléry s'était adossé à la voiture. Le vieux s'approcha de lui, posa une main sur ses galons de deuxième classe et l'autre main sur son propre bras pour dire sans doute qu'il avait été un jour lui aussi un soldat de deuxième classe. Oléry retira sa casquette pour faire quelque chose. La femme était ressortie de la maison et nous appelait. Un peu après, le vieux nous rejoignit devant la porte pendant que nous commencions à boire le café dans les tasses. Le chien ronflait, le soleil nous venait droit dessus. Lorsque je sortis l'appareil et leur montrai comment se tenir, ils n'eurent presque pas l'air surpris. Ils se rapprochèrent, se touchèrent l'épaule et pouffèrent en silence, semblant se moquer l'un de l'autre. Je me reculai, pris la photo et on se dit au revoir. On retourna à la voiture, Oléry manœuvra et à peine eut-il retrouvé la route qu'il freina pour laisser passer une oie toute seule. Conseil de lecture, La Terre invisible, Hubert Mingarelli, c'est publié chez Buchet-Chastel. C'est un roman très implicite, un roman fait de silence. Et dans l'émission, on verra que le silence joue un rôle central, notamment en littérature. Ce roman se situe en 1945, en Allemagne. Un photographe de guerre qui a assisté à la libération des camps ne peut pas rentrer chez lui et décide d'aller photographier ces gens normaux, ces gens ordinaires, ces personnes allemandes qui voyaient au loin fumer les cheminées. La Terre invisible, Hubert Mingarelli. C'est des mots de minuit. Vous êtes chez vous, en voici le sommaire. Jamais évident d'écouter les fantômes de l'histoire. C'est manquer de mots ou volontairement se taire. Beata Oumoubiéyi, mairesse, signe un premier roman puissant et délicat. Tous tes enfants dispersés. Il dit 3 générations, une mère, une fille, un petit-fils, partagés entre le Rwanda et la France, entre le génocide de 1994 et la vie d'après, entre l'exil et la mémoire. Il pose la question de la transmission et du métissage, des frontières à franchir, des allers-retours entre l'horreur ineffable et le chemin de soi. Sans oublier la langue, les non-dits, les symboles, le double sens des mots et des noms. Immaculata, Blanche, Stockley. Beata Oumoubiéyi, mairesse, retisse remarquablement, de Bordeaux à Boutaré, les liens d'une famille. L'arrogance du bistouri, voilà un titre de 2019 qui vous pose un chirurgien du thorax et des vaisseaux, pas mandarin pour un sou. L'île de Lumière est le nom d'un bateau pour l'histoire. En 1979, des milliers de Vietnamiens ont pu commencer à y reconstruire leur vie. De date et 40 ans du double parcours d'Éric Chesson. Le regard porté sur une corporation qui s'apparente à Dieu, et à tort, et sans concession, comme le diagnostic porté sur la grande misère, parfois inopérable, de l'hôpital public. Et le combat est pluriel, c'est pire ailleurs, pour les mères et les enfants de Kaboul, en Irak pour la communauté des Yézidis persécutés par les djihadistes. Et Chesson, à qui l'on sait une passion pour la vigne bourguignonne, change alors de calot de bloc.
Il préside la chaîne de l'espoir. C'est associatif, c'est humanitaire, c'est salvateur. 1979-2019, on ne se refait pas. Musique également dans cette émission avec Marion Rampal, Jazzy en diable, c'est des mots de minuit. Entrez, vous êtes chez vous. À propos de Mingarelli, avant ce sommaire, je parlais de cette idée de silence. Et peut-être que je voulais vous demander à l'un et l'autre de décliner le silence. Éric Chesson, quand vous êtes dans votre salle d'opération, est-ce que le silence est forcément évident et forcément là? Pour moi, il est évident, c'est un silence un peu dictatorial, c'est un silence, c'est-à-dire qu'on est... L'ensemble de l'équipe est un peu à l'humeur du chirurgien. Il y a des chirurgiens qui aiment opérer en musique. Moi, j'aime beaucoup le silence. Pour moi, c'est une exigence. Et le brouhaha est quelque chose qui m'horripile au sens réel du terme. J'aime ce silence. Et le silence est rompu quand on est sorti de la zone chaude. Et à ce moment-là, on peut se laisser aller. Pour vous, Beata Omobiei Mérès, le silence, c'est l'un des thèmes majeurs de votre roman. Comment est-ce que vous l'avez éprouvé la première fois et pourquoi est-ce que vous avez décidé d'en faire le sujet de votre livre, au-delà de la quête identitaire, au-delà de la question de la transmission? Je pense que le silence qui a été le plus surprenant pour moi était quand je suis arrivée en France après avoir survécu au génocide des Tutsis du Rwanda, la difficulté qu'avaient les gens d'en parler. C'est-à-dire qu'on dit souvent que c'est innommable et que c'est indicible. Et moi, j'avais plutôt l'impression que les survivantes et les survivants avaient besoin de parler, de mettre des mots sur ce qu'ils avaient vécu et qu'en face, il y avait plutôt un malaise, comme si c'était trop dur pour les personnes en face. Et du coup, ça a instauré un silence. Et moi, j'ai donc pris ce silence comme une obligation pour protéger les autres de la violence que nous avions vécue. Et je l'ai gardé pendant longtemps. Et l'écriture a été une façon justement de pouvoir, de façon détournée, à travers la fiction, mettre les mots et faire entendre surtout ce qui s'était passé et surtout la déflagration de cette histoire dans la vie des survivantes et des survivants. C'est dans la mémoire des mots de minuit par rapport à ces personnes que nous avons déjà reçues, ce même type de silence a été évoqué après la Deuxième Guerre mondiale, avec les rescapés des camps de concentration, mais aussi pour ceux appelés qui avaient été en Algérie. Le premier mot qui m'est venu après avoir lu votre livre, Tous tes enfants dispersés, c'est le mot composition. Autrement dit, on entre dans votre livre de trois façons, et les trois façons, c'est les trois générations. Il y a la mère, il y a Immaculata, la mère, il y a Blanche, qui est la fille, et il y a Stokely, comme Stokely Carmichael, on y viendra dans une seconde. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous, alors que vous-même êtes survivante, vous venez de le dire, d'offrir trois paroles? Pour montrer la diversité de la façon dont l'histoire peut être vécue dans une même famille, montrer aussi le poids de la transmission. On parle souvent du poids de la transmission, mais aussi ce qui peut se transmettre de façon à alléger les vies et alléger les histoires. Et ça me permettait aussi de montrer sur un temps long l'histoire du Rwanda, mais aussi des Rwandais qui sont venus en France. Et donc, ces trois paroles avec à chaque fois une facilité plus ou moins présente de mettre les mots et de s'approprier sa propre narration, quelque part. Pourquoi est-ce que vous... alors, on imagine bien qu'on est dans une fiction. Pourquoi est-ce que, alors que vous êtes témoin d'une fuite, témoin du drame qu'a vécu votre pays, le Rwanda, pourquoi est-ce que vous avez décalé les noms et les prénoms?
Décaler les noms. Ça aurait pu être vous, or c'est Blanche. Mais ce n'est pas moi, parce Non. que ce n'est pas mon histoire. Effectivement, c'est Ouais. une fiction. Dans Ouais. le cas particulier de Blanche, elle quitte Boutaré, qui est effectivement la ville où je suis née, où j'ai grandi, juste au début du génocide. C'est-à-dire qu'elle ne l'a pas vécu alors que moi, je l'ai vécu. Et je voulais aussi pouvoir donner la parole à celles et ceux qui sont rentrés sans l'avoir vécu et qui se sont retrouvés confrontés à leurs familles survivantes et survivants. Et puis, je pense que la fiction est nécessaire aussi pour la transmission. Les témoignages sont absolument nécessaires, il y en a de plus en plus et c'est une très bonne chose. Mais il me semble que la fiction, justement par rapport à ce que je disais un peu plus tôt, permet parfois de rendre entendable cette histoire à des personnes qui ne seraient pas prêtes à rentrer dans le témoignage brut avec tout ce qu'il y a de violent. Et voilà. Et par ailleurs, la fiction, on va peut-être plus facilement s'identifier à des personnages de fiction, surtout dans une histoire de famille avec thématique universelle du silence, etc., qu'à un témoignage d'une personne qui a vécu ça il y a 25 ans à l'autre bout de la Terre. Et pour moi, la fiction permet justement de prendre les gens par la main de façon à ce qu'ils rentrent dans l'histoire, s'identifient et comprennent qu'un génocide, c'est un crime contre l'humanité. C'est arrivé il y a 70 ans, il y a 25 ans, et ça peut encore arriver malheureusement. Éric Lesson, vous êtes, au-delà d'être chirurgien, vous êtes aussi le président de la chaîne de l'Espoir. Donc ces situations-là, vous les connaissez. Comment est-ce que vous entendez ce que dit votre voisine ? Mais si vous voulez, ça me parle très fort et ça m'émeut beaucoup parce que pour moi, le mot Rwanda reste une image très forte que j'ai, qui est gravée en moi. Nous avions affrété un Ilyushin avec Médecins du Monde et nous avions été chercher ces blessés et je vous assure que c'était une horreur comme jamais je n'ai vu. Et surtout tous ces coups de machette absolument horribles. Et on a rempli l'avion. Et c'était devenu un endroit de souffrance, mais il y avait, malgré cette situation, un espoir. Et vous parliez du silence, et lorsque l'avion a réussi à décoller, et ça a été très, très agité, très dur, il y avait ce silence parce qu'il y avait l'espoir. On quittait l'enfer. Et lorsque vous parlez, moi, ça me ramène à ces époques, et nous avons été très présents au Rwanda toute cette époque, lorsque j'étais encore un médecin du monde. Le silence est une arme défensive, lisse et froide, dont les femmes peuvent se servir la vie entière contre les hommes, contre leur progéniture, contre elles-mêmes. C'est une prison sans mur. Se pendre avec sa langue, n'est-ce pas cela que j'ai fait ? Tu te souviens qu'on avait autrefois un ministère de la condition féminine ? J'ai toujours trouvé cela cocasse. Une seule femme désignée par le président pour porter la voix des femmes. Ont-ils la moindre idée de ce que c'est la voix des femmes ? Ceux qui disent que nous sommes bavardes ignorent tout des fleuves de mots que nous taisons. Que se passerait-il si nous nous mettions à parler littéralement, à dire les désirs innombrables d'avortement, les désirs liquéfiés de jouissance interdite, les désirs brûlants de pouvoir absolu ? Que se serait-il passé si, au lieu de ne m'ouvrir que le ventre, le médecin m'avait ouverte toute entière, avait mis à nu mon cœur et ma gorge qu'on appelle si bien Umutemeli Vish a vu, le couvercle du chagrin. Voilà ce que dit Immaculata, la mère. Hein, on va comprendre comment il est possible dans votre roman et dans votre fiction que la réconciliation soit possible, mais Immaculata dit bien qu'elle se tait aussi pour sa progéniture, pour ses deux enfants dont elle ne connaît pas les géniteurs. Hein, Alors, elle les connaît, mais elle pense qu'en taisant l'histoire un peu honteuse de leur venue au monde, qui a été la source pour elle de l'opprobre général, elle pourra les protéger. Et donc, elle va se taire pendant toute leur enfance et leur adolescence, ne pas leur révéler le secret de cette honte qu'elle porte, en pensant les protéger. Et en l'occurrence, elle ne les aura pas protégés. Au contraire, elle aura créé chez eux un désir très important de connaître, de savoir,
Et pour l'un, ça sera justement d'aller à la recherche de son père en partant sur le front, en croyant rejoindre son père auprès des rebelles du FPR. Donc le silence, oui, parfois on pense qu'il peut protéger, et effectivement, parfois il y a des mots qu'il vaut mieux taire pour ne pas blesser, mais en l'occurrence dans cette famille, comme dans beaucoup de familles, le silence a été source d'une grande souffrance, et toute l'histoire des générations suivantes, justement, sera de... en prenant ce proverbe en Kinyarwanda, Umutemere w'ishavu nijossi, le cou et le couvercle du chagrin, de soulever le couvercle du chagrin et de laisser sortir des mots baumes. Je voudrais vous présenter un extrait de notre émission qui date de 1999. À l'époque, nous avions reçu Yolande Mukagazana, qui est elle-même survivante du génocide Tutsi de 1994. Elle avait écrit, et elle a écrit 2 livres sur la tragédie. La mort ne veut pas de moi et n'aie pas peur de savoir. Elle a perdu son mari et son enfant. On l'a reçue dans l'émission. Je vous propose un tout petit extrait et je vous poserai ensuite la question. Vous m'avez amené une série de photos qui fait l'objet, ou qui vont faire l'objet d'une exposition. Il y a dans ces photos celles de victimes et des photos de bourreaux, par exemple celle-ci qui est l'assassin de vos enfants. Comment est-ce que vous avez pu faire cette démarche d'aller voir, alors qu'il est en prison aujourd'hui à Kigali, le bourreau de vos enfants? Mais oui, parce que si on veut percer ce qui fut le secret et qui est vu et connu de tout le monde, si on veut savoir, il faut les approcher. Il se peut qu'il y ait la clé du problème. Ils savent de toute façon plus que les victimes. Et pour moi, ces gens, il faut leur donner la parole, surtout qu'ils veulent parler. Certains parmi eux veulent parler, veulent expliquer ce qu'ils ont fait. Et je trouve que c'est un espoir pour l'humanité. Si les gens qui ont commis le génocide parlent, ils nous expliquent des choses. Tous les jours, ils m'expliquent des choses que je ne comprenais pas avant. 1999, 2019, aujourd'hui, on est dans un autre moment de l'histoire du Rwanda. Il y a eu la volonté de réconciliation nationale. Comment est-ce que vous la voyez, cette histoire aujourd'hui, alors que vous êtes d'une génération différente de Yolande, et que vous avez fui le Rwanda en 1994 par chance, en prétendant notamment ne pas parler la langue, si je me souviens. Comment est-ce que vous voyez, vous, aujourd'hui, la situation de votre pays et cette chose qui a commencé à se mettre en place avec des victimes photographiant et parlant à leurs bourreaux? On en est où aujourd'hui? Alors moi, je ne vis plus au Rwanda, donc je ne suis pas forcément la plus légitime pour dire, mais je pense que ce que Yolande Mukagazana disait là a effectivement été ensuite poursuivi pendant de longues années, notamment à travers la mise en place de ce qu'on appelait les tribunaux populaires Gacaca, qui était la façon possible de pouvoir juger, parce qu'il y a eu des centaines de milliers de perpétrateurs. Ces tribunaux au ras de l'herbe, comme on disait, ont permis cette parole des bourreaux. Et c'était absolument nécessaire pour beaucoup de survivantes et de survivants d'entendre, parce que la plupart d'entre nous, si nous avons survécu, c'est que nous étions cachés, donc nous n'avons pas vu ce qui se passait. Et après, à travers ces tribunaux, c'était la possibilité de demander aux tueurs: qu'avez-vous fait? Quelles ont été les dernières paroles de mon proche? Et surtout, où sont les corps? Parce que ça, c'était aussi une souffrance absolue pour les survivantes et les survivants, de ne pas savoir où avaient été jetés les corps des leurs. Et à travers c'est pas un exercice, mais ces gachacha, des choses ont pu se dire. Certains survivants ont pu se sentir apaisés de savoir, de comprendre, si tant est qu'on puisse comprendre. Et après, voilà, dans mon roman, il y a, à un moment donné,
Blanche se met en colère contre sa mère en disant comment ça se fait que vous n'ayez pas su, et elle reprend ce proverbe rwandais qui est terrible, qui dit Uguhisha kwa kwanga, umuhisha kubizi. Quand quelqu'un te cache qu'il te hait, cache-lui que tu le sais, en disant mais c'est ça qui s'est passé du coup pendant toutes ces années avant, c'est-à-dire qu'il y avait cette haine qui était là, et ça ne se disait pas, et ça a explosé à un moment donné. Sachant qu'un génocide est quelque chose qui est politiquement construit. Il y a eu une préparation, ça n'a pas été une explosion soudaine. Mais du coup, a posteriori, les choses ont pu se dire. Et aujourd'hui, il y a une vraie cohabitation. Les gens vivent côte à côte en paix. Et ça, c'est le plus important. Et par rapport à ce drame, des questions restent toujours posées. Le rôle exact de la France, par exemple. La question du drame, dans la composition de votre livre, une autre interrogation, au-delà du silence, c'est la question de la quête identitaire. Blanche, hein, qui retourne au pays, et le chauffeur lui dit « Alors, tu es d'ici ? Bien sûr que je suis d'ici. T'imagines-tu que j'aurais pu apprendre aussi bien notre langue ailleurs? Je suis née et j'ai grandi ici. J'avais été surprise par le ton étonnamment grave que je venais de prendre pour dire cela, ma voix résonnant en moi au ralenti, comme si je m'entendais dans un combiné de téléphone par temps d'orage. Et j'avais baissé la tête, regardant mes mains posées le plus sagement du monde sur mes cuisses. Je savais, parce que je l'avais si souvent attendu, cette question gênante que suivrait l'injonction à révéler mon origine, non pas ma race, comme certains disaient encore, parce qu'il aurait fallu être sot pour ignorer ma peau exactement entre le noir et le blanc, mes cheveux clairs, légèrement crépus, pour savoir où me situer à la frontière entre l'Europe et l'Afrique. Excusez-moi, Beata, mais quand vous êtes ici, vous êtes noire, quand vous êtes là-bas, vous êtes blanche. Donc la question de la frontière et de la quête identitaire est centrale. Absolument. Et toujours Oui, ça l'est encore. C'est-à-dire qu'où qu'on soit, on va avoir l'impression qu'on fait partie d'une minorité visible, comme on dit parfois. Et en même temps, je pense que c'est quelque chose qui peut être difficile pendant l'enfance, cette identité double. Mais en même temps, on apprend à habiter la frontière. Et c'est une richesse incroyable, parce qu'on a une capacité de regarder les blancs comme les noirs de l'intérieur, et en même temps en comprenant les autres qui le regardent de l'extérieur. Et je pense que cette situation-là permet aussi de retisser, de recoudre là où ça a été déchiré par la longue histoire ou par l'histoire plus récente. On revient d'un instant au silence, parce que la question suivante que vous posez, c'est la question de la transmission. Blanche, en France, il y a Stockley, qui est le fils, et qu'est-ce qu'on va transmettre à ce fils? On y vient dans une seconde, mais je voudrais vous faire écouter Alice Zeniter, qui est auteure de L'Art de perdre, prix Goncourt des lycéens en décembre 2017, et Alice Zeniter est petite fille de harkis. Et elle raconte sur 3 générations l'histoire de l'Algérie et comment elle a dû aussi composer avec les non-dits et les silences. Extrait. Le fait de savoir très peu de choses, puisque l'histoire familiale ne m'avait absolument pas été transmise en entier. On parlait jamais du départ d'Algérie en 62. J'avais jamais entendu parler des camps de transit et de reclassement avant de me retrouver en résidence d'écriture à Manosque, donc en 2014. Et le fait, en fait, voilà, d'avoir hérité de beaucoup de silence, c'est finalement avéré être une chance, puisque je pouvais écrire dessus à partir de mes recherches et de mes envies de narration, sans avoir à me dire que je trahissais quelque chose que je savais être ou avoir été la vérité. Et donc, il n'y a pas eu de négociation constante. À partir du moment où j'avais posé les jalons en me disant « Ok, donc je sais ça de l'histoire de la famille et ça peut me servir », c'est un peu comme ces points qu'on doit relier pour faire apparaître un dessin. Je me dis « Bon, voilà, il va falloir que je passe par ce point-là et par ce point-là, mais entre, je suis totalement libre de colorier ce que je veux. » Voilà. Vous avez réglé, vous, cette question-là aussi, de ce qui est à transmettre, de ce qui est à dire? Oui, alors, oui.
Alors moi, dans ma vie personnelle, il n'y a pas forcément eu de silence, mais bien sûr que cette question-là, je la trouve fondamentale. Et ce que je voulais montrer, c'est que ce n'était pas une fatalité. C'est-à-dire que ce qui se passe au moment où Blanche prend les choses en main, c'est de dire on va rompre le cercle d'émaudition, comme je dis, en empruntant le mot à Chamoiseau. Et à partir de là, qu'est-ce que je veux garder de roches trop tranchantes et les gérer moi-même, et qu'est-ce que je vais transmettre à mon fils Stockley, qui lui, comme je dis, est né de l'autre côté du désastre, et ce petit-fils-là n'a pas apporté toute cette souffrance. Elle va faire le lien en lui permettant de rencontrer sa grand-mère, mais aussi, à un moment donné, malgré elle, il va rencontrer aussi ce pays, le Rwanda. Mais elle va faire le lien par ce qu'il peut y avoir de beau, par la musique, elle parle aussi de la nourriture, et elle ne parvient pas à lui transmettre. Excusez-moi, sauf que la clarinette, c'est un truc de blanc. Alors, oui, c'est ça. Ce qui va se passer, c'est mes personnages sont des personnages aussi qui n'acceptent pas d'être restés enfermés dans les identités assignées. Autant le père de Stockley, Samora, lui, il s'est senti rejeté par la France parce que noir, parce que métis. Et donc, il s'est enfermé dans son identité noire, la revendiquant peut-être extrêmement. Et cet enfant-là, qui naît, lui, né en France, et il apprend la musique, et il sait prendre musique classique, et son père lui dit mais c'est de la musique de blanc. Et ce que la mère va faire justement, c'est de dire ok, moi je vais aller vers cette musique, je vais aller vers cette culture que je ne connais pas, de façon à garder les liens unis, parce qu'il y a eu trop de déchirements dans cette famille. Et Blanche se fait passer un savon par le père de Stockley. Tu lui passes tous ses caprices. Ne le laisse pas s'imaginer qu'il pourra intégrer un grand orchestre classique. On lui rappellera toujours qu'il n'est pas un vrai. Il ferait mieux de se consacrer à ses études. Il est à l'école élémentaire. C'est important d'avoir une passion. Moi, personne n'a cru en mes rêves. C'était quoi tes rêves? Rejoindre en Europe un père blanc qui ne s'est jamais soucié de toi? Parfois, il vaut mieux prévenir les petits de la réalité du monde dehors. Ça leur éviterait bien des déceptions. Ne va pas gâter les premières années de mon fils avec ton ressentiment. Les temps changent, Stockley est français, c'est une nouvelle génération, plus métissée, plus ouverte, moins crispée. Moi aussi, je suis né français, et ça ne m'a pas protégé. Les jeunes d'aujourd'hui aussi sont racistes, cessent d'être angéliques. Même s'il devient le meilleur clarinettiste de France, s'il gagne en notoriété, les journalistes le présenteront toujours comme immigré de deuxième génération, toujours. On tentera d'en faire un oncle Tom, un collabo, un nègre de service comme Satchmo. C'est violent. Oui, il a une grande souffrance, Samora. C'est-à-dire qu'il a quelque part intégré l'identité qu'on lui a assignée. Il n'arrive pas à en sortir. Mais comme je dis encore une fois, ce n'est pas une fatalité. Et ce que Blanche parvient à faire, c'est de dire on va lui donner sa chance à cet enfant, et d'être non pas 50-50, mais 100% de tout. Et ça lui fera une belle richesse pour grandir dans sa vie. Il racontait pour la 30e fois comment la grande chanteuse sud-africaine Myriam Makeba, aux fêtes de sa gloire, avait vu annuler tous ses concerts programmés aux États-Unis parce qu'elle avait épousé Stockley Carmichael, l'un des leaders du Black Panther Party. Appeler son fils Stockley, c'est intentionnel quand même. Et puis, dernier aspect des choses, c'est qu'une fois qu'on a pu commencer à se dire, à se redire, à briser le silence, la réconciliation, notamment entre Blanche et Immaculata, devient possible. Blanche, ta main ne cesse d'étreindre mon bras, comme pour mieux m'atteindre dans les replis de toit que j'ai construits depuis si longtemps pour me protéger, les réchauffer au point de faire fondre la cire froide qui a tout envahi. Tu me signifies que je n'ai rien à te pardonner, que tout cela n'était pas fait exprès. Tes doigts ont la douceur d'une cicatrice lissée, la chaleur d'un cœur apaisé. Accepter n'est pas se résigner, semble dire le sourire qui envahit ton visage, comme l'ombre d'une colombe qui traverserait une cour sous le soleil de fin de matinée. Peut-être sommes-nous enfin capables de nous entendre sans arrière-pensée. Je sonde mon cœur et reconnais que le temps de l'amertume est passé. C'est ça, c'est les retrouvailles de cœurs en lambeaux, et la possibilité d'un avenir. Il y a cet arbre du jacaranda qui est très symbolique dans le livre, parce que c'est un arbre qui a une floraison mauve magnifique. Et
toute leur enfance s'est passée au pied de jacarandas, où leur mère leur lisait des histoires, en même temps ne leur racontait pas leur histoire. Et en même temps, ces arbres-là, qui ont été aussi, ces fleurs mauves, qui ont été symbolisées à un moment donné, le deuil que portaient les survivants au lendemain du génocide, c'est aussi un arbre qui a été importé par les colons, qui assèche toute la terre autour de lui, qui porte cette histoire-là. Et lorsque l'arbre est coupé, plutôt que de rejeter toute cette histoire et de planter quelque chose à la place, Blanche décide de laisser pousser les rejets en disant peut-être que nous sommes aussi les rejets du jour d'après et que malgré tout ce qu'on peut penser, ces rejets pourront fleurir et faire mentir les médisants. Vive le rhizome. Et puis, peut-être un dernier mot quand même, parce qu'on n'a pas évoqué son nom, mais il y a aussi Bosco. Quelle place vous lui donnez? Parce qu'on a l'impression qu'il est à la périphérie, c'est-à-dire une espèce de fantôme. C'est ça, exactement. C'est le fantôme comme il y a dans toutes les familles, avec ce tabou énorme qui est celui du suicide. C'est celui qui n'a pas réussi justement à trouver d'autres solutions. Il a cru que le suicide était une solution pour lui, alors qu'il était face à un mur. Il n'arrivait pas, il n'a pas réussi à faire la paix avec son histoire. Et son ombre est là et va hanter la famille pendant longtemps. Et donc toute l'histoire aussi est de voir comment les endeuillés, comment la mère et la sœur vont parvenir à se reconstruire, à se reparler sans être enfermés dans une culpabilité qu'elles n'ont pas apportée finalement. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Oui. Alors, c'est un panier traditionnel de l'artisanat traditionnel rwandais. Ça s'appelle, alors, je dis agaseke, c'est au singulier, mais si on l'ouvre, on en trouve un autre, et puis encore un autre. Voilà, c'est comme les matrioshkas, mais à la rwandaise. Alors, je les avais achetés la première fois que je suis retournée au Rwanda. Donc, certains ont pris le soleil, ils ont changé de couleur, mais à la fois, c'est l'histoire dans l'histoire dans l'histoire. Et puis, quelque part, sans pousser trop, ça peut être la grand-mère, puis la mère, et puis ensuite l'enfant. On peut même les inverser, et que l'enfant sera le grand panier et l'avenir. Que pensez-vous, docteur Chesson, de la romancière qui est à vos côtés? Qu'avez-vous entendu de ce qu'elle a dit pendant cette demi-heure? Moi, je vous l'ai dit précédemment, je suis bouleversé d'abord par l'évocation de ce génocide, parce que je l'ai touché un tout petit peu et ça a été pour moi un choc dans ma vie. Et je suis passionné par la transmission du patrimoine mémoriel. Alors déjà, chez nous, ça peut poser des problèmes, mais lorsqu'il y a ce drame, cette espèce de tsunami et autres, et j'ai été très intéressé lorsque vous avez parlé des enfants, et notamment, j'ai retenu au moment où vous avez dit, on lui a dit la vérité, je crois, à 12 ans. On a révélé certaines choses à l'enfant à 12 ans, et je suis 12 ans. Quel choc, quelle difficulté. Et instantanément, j'ai pensé à vos enfants. Est-ce que vous les maintenez dans ce double, là-bas, ici, là-bas, ou, enfin, je veux dire, ça se fait de façon harmonieuse, ou c'est quelque chose qui doit être extrêmement difficile? Alors, mes enfants sont encore petits, ils n'ont pas encore 12 ans. Donc Stockley, lui, est beaucoup plus âgé. Il est ado. Mais bien sûr que je fais en sorte qu'ils comprennent chacun à son niveau, pas en fonction de son âge, ce qui s'est passé. Mais comme Blanche, je fais en sorte de leur transmettre aussi les belles choses que porte la vie et de leur parler des personnes qui ne sont plus là de la façon la plus réaliste et la plus douce possible en même temps. Je pense qu'ils n'ont pas apporté les responsabilités, responsabilités non, mais ils n'ont pas apporté toute la souffrance, mais je fais en sorte qu'ils comprennent ce qui s'est passé
en fonction de leur âge et qu'ils aiment aussi ce pays d'où je viens. On continue cette conversation après un moment musical que je vous propose. Marion Rampal, nouvel album pour la chanteuse de jazz. Alors, elle a un complice qui est Pierre-François Blanchard au clavier et qui, les deux, revisitent le répertoire tout en nostalgie. Sans amour, ça avait été créé par Joséphine Baker. C'était au Casino de Paris, c'était au début des années 30. Musique. Dans ce grand Paris, si loin de mon pays, de longs mois, oui, j'ai vécu ainsi qu'un oiseau perdu. Je cherchais en vain à oublier mon chagrin. Maintenant, je sais ce que j'étais. Sans amour, sans une seule caresse, sans amour, sans l'ombre d'une tendresse. Sans un cœur pour partager ma détresse, nul espoir d'être bercé chaque soir. Sans amour, sans une seule caresse, sans amour, sans l'ombre d'une tendresse, sans un cœur pour partager ma détresse. Nul espoir, pas d'espoir d'être bercé chaque soir. Je ne regrette pas ma savane et mon ciel de là-bas, ma forêt, mes ruisseaux, la chanson des roseaux. Plus que tout, ce qui faisait ma tristesse, nuit et jour, c'est que j'étais sans amour.
Éric Chesson, j'ai dit président de la chaîne de l'espoir. Donc là, pour le coup, on a déjà évoqué le Rwanda et ces médecins qui se projettent. Vous écrivez un livre, un témoignage, L'arrogance du bistouri, chez Hugo Doc, Les confessions d'un chirurgien sans masque. Donc, ce qui est intéressant, on parlait de composition tout à l'heure par rapport à votre roman, ce qui m'arrête dans votre livre, c'est à la fois la personne, ce que vous êtes, ce que vous dites de vous quand vous avez commencé, le pouvoir que vous avez, ou le prétendu pouvoir que vous avez. Et puis il y a l'idée de l'ailleurs, c'est-à-dire que l'hôpital public en France va très mal. Hein. La question de la démographie médicale se pose, et elle se pose de manière urgente. Et aujourd'hui, vous passez à autre chose, c'est-à-dire que vous allez essentiellement vous consacrer aux autres dans les autres pays. Mais je voudrais d'abord revenir sur l'idée de l'homme. Voici ce que vous disiez, enfin ce que vous dites. Hein. Ce dernier, donc vous parlez de votre métier, ce dernier est un mécanicien du corps, il en connaît tous les éléments qu'il peut réparer s'il a de bons outils et si l'organe n'est pas définitivement détérioré. Une fois endormi, le patient ne se plaint jamais, une fois recousu et réveillé, il est heureux d'être encore vivant. D'où ce mythe d'un chirurgien tout-puissant qui redonne vie aux malades, mais qui souvent s'avère odieux, lançant à son équipe ordre, mauvaises blagues, engueulades et jurons, une image que véhiculent de nombreux livres, films et séries télévisées. Maintenant, je suis l'un des leurs. Comment suis-je passé du rêve bucolique de médecin de campagne à la réalité inoxydable d'un bloc opératoire ? Sans doute parce que j'étais un jeune homme mal dans sa peau, perdu dans les affres du doute de lui-même, de l'angoisse de n'être pas à la hauteur, à l'issue d'études longues et difficiles. Et puis voilà ce que vous dites de la manière dont apparaissent la caste à laquelle vous allez finir par appartenir. Il suffisait de prendre un air hautain et mystérieux, de parler peu, encore le silence, et de travailler dur. Ce mimétisme d'abord spontané puis réfléchi devint vite une seconde nature, et je fus finalement accueilli à bras ouverts dans la caste des héros du bistouri, des audacieux du scalpel, couturant les peaux humaines comme Christian Dior, les robes du soir, le truc avait marché. Quelle humilité, ou quelle fausse humilité. Non. Vous êtes parti c'était Rouen, hein, votre... Oui, tout à fait. Mais vous étiez... C'était si dur au départ? Oui, c'est extrêmement dur, parce que est-il normal, à 17, 18 ans, parfois avant, de dire qu'est-ce que tu veux faire? Et vous dites je veux être chirurgien, mais on pourrait dire, entre guillemets, je vais ouvrir mon prochain. Je vais lui ouvrir le ventre, je vais lui ouvrir le thorax, Et donc, c'est un métier qui demande énormément d'engagement et probablement de passer à travers des filtres qui rendent ce métier possible. Il n'est pas normal de tous les jours ouvrir la cage thoracique ou le ventre de quelqu'un. Alors, on l'a normalisé et on l'a porté un peu au nu. On dit chirurgien, mais on pourrait le déterminer autrement. Et lorsque vous êtes étudiant en médecine, c'est déjà, vous rentrez dans un monde qui est très curieux. C'est un monde très fermé. Et vous avez une caste, qui est vraiment une caste à part, qui est le chirurgien. Le chirurgien a un pouvoir qui lui est projeté et qui est en fait aussi une réalité. Il n'y a aucun métier au monde qui donne un pouvoir pareil. Pouvoir, aura, mais aussi responsabilité. Pouvoir, soit dit entre parenthèses, un pouvoir qui n'est pas contrôlé. Hein. C'est ce que vous revenez 2 fois sur cette dimension, en comparant aux commandants de bord ou aux pilotes. Les pilotes, régulièrement, ont des visites, et vous, quand vous devez aller faire un test d'effort, ça vous emmerde. Oui, et je vous dirais, alors bien sûr, ça ne plaît pas, ou ça pourrait ne pas plaire à ma famille chirurgicale. Nous avons un diplôme à 32, 33 ans, à peu près. Jusqu'à
60, 65, 70, 75 ans, personne n'a jamais contrôlé s'il y a quelques dérives personnelles rendant le geste incertain pour des raisons multiples ou vérifier la vue, c'est quand même un petit minimum. Et donc, et ceci est spécifique à notre pays. Ce ne se passe absolument pas comme ça dans les autres pays. Autre sujet, si vous venez me voir, par exemple, pour être opéré d'un anévrisme, Comme Monsieur K. Comme Monsieur K, c'est un parcours assez classique, le parcours d'un opéré. Vous voulez vous faire opérer de la hanche, du cœur, du sein, J'ai le droit de savoir si vous êtes doué. Oui. Et qu'est-ce qui fait que vous allez me choisir? Quelqu'un va vous dire, je t'assure, il est formidable, il est adorable. Le bouche à oreille. Mais qu'il soit adorable, c'est déjà bien. Mais est-il bon? Combien d'anévrismes ou de hanches opère-t-il dans l'année? Au Canada, vous sauriez, par intervention, il y a une moyenne de complications qui est incontournable. Si je suis au-dessus de cette moyenne, y a-t-il un moyen de le savoir et de me reformer? Et vous, dans votre colloque singulier, ou dans vos colloques singuliers, est-ce que vous dites j'ai opéré tant de fois cette année Vous le dites? Vis-à-vis de moi-même? Non, avec votre patient. Avec le patient, nous ne le demande jamais. Le patient qui vient vous voir la première fois pour une intervention... Il vous donne sa vie. Lorsque vous venez pour un anévrisme de l'aorte, je vous assure que la première chose que le médecin, et vous allez regarder Internet et autres, il va vous dire vous avez une bombe dans le ventre. Ça ne vous rend pas extrêmement... ça vous rend totalement captif. Et vous êtes un peu à la merci d'une peur viscérale. Et vous voyez, la première fois que vous attendez ce rendez-vous avec ce chirurgien... Le sauveteur. Le sauveteur, c'est la solution. Enfin, on termine sur la dimension, le métier. Hein. Vous écrivez aussi, durant toute ma vie professionnelle, j'ai été le témoin de comportements aberrants, violents ou inappropriés de la part de chirurgiens. J'ai entendu des mots blessants, grossiers, méprisants. J'ai vu des anesthésistes incendiés, des internes humiliés, des penseuses en pleurs, des surveillantes insultées. Est-ce une constante? Non, bien sûr, mais ces excès sont d'une fréquence inégalée, ailleurs me semble-t-il. Donc voilà, oui, plus ce que vous dites des addictions diverses et variées, des stimulants divers et variés. Je pense que 80 ou 80% des chirurgiens sont remarquables. Ils font partie en plus de la plus grande école de chirurgie au monde, qu'on appelle l'école de chirurgie française. Mais ce métier entraîne une telle charge émotionnelle, une telle charge de responsabilité, qu'il peut déformer des comportements et des psychismes. Et vous avez au bloc opératoire des mots, des gestes qui sont faits, et surtout à l'époque actuelle, qui seraient totalement impensables. C'est totalement hors sol. Et donc, le dire me paraît le minimum, le reconnaître me paraît aussi nécessaire parce que ça pourrait entraîner une démarche nous permettant d'être autocritiques vis-à-vis de nous-mêmes et de voir ce que supportent souvent les équipes qui sont au bloc opératoire. Et je pense notamment aux penseuses et aux anesthésistes. On va revenir sur la difficulté de l'hôpital public dans une seconde, mais je voudrais qu'on ait un instant de nostalgie et avec un extrait du journal de 20h d'Antenne 2. On est en avril 1979. Et je rappelle au passage que vous êtes né en 1951, si je ne m'abuse. À Singapour, le navire prend son nouveau visage. De caboteur de 1500 tonnes, il est transformé en bateau-hôpital. On installe 100 lits dans les cales, on monte un bloc opératoire, des salles de consultation, de radiologie. Tout l'équipement est arrivé de France par avion en même temps que le groupe médical. 5 médecins et une infirmière. Il se transforme en débardeur, transporte les caisses de matériel chirurgical, porte les cartons de médicaments. Le bateau est un vaste chantier. Les soudeurs, les électriciens travaillent 24 heures sur 24. La campagne en faveur des réfugiés vietnamiens a déjà pris un retard considérable. Elle a d'ailleurs évolué au cours des mois. À l'origine, le bateau devait porter secours en mer de Chine aux milliers de Vietnamiens fuyant leur pays dans des conditions les plus périlleuses. Le projet s'est heurté à la méfiance de certains gouvernements, la Malaisie par exemple,
dont les camps hébergent près de 60 000 Vietnamiens. Et puis, l'exode des fuyards s'est ralenti. C'est alors que l'idée du bateau-hôpital a fait son chemin. L'île de Lumière ira donc jeter l'ancre devant l'île de Bidong en Malaisie. 35 000 Vietnamiens y vivent dans des conditions épouvantables. Mais le navire n'en restera pas là. Ça, c'est vous, hein, on vous a reconnu Oui. d'ailleurs un peu plus jeune sur ces, sur ces images. Et puis, simplement, je complète votre engagement parce qu'il y a l'hôpital de Pontoise, là où vous avez opéré pendant des dizaines d'années. Et puis, il y a votre engagement dans tous les pays de ce qu'on a appelé à une époque le tiers-monde. Vous notez... alors, vous parlez de chiffres et vous parlez d'un chiffre qui justifie mon engagement de 4 décennies en faveur du travail humanitaire aux côtés d'Alain Deloche, de Bernard Kouchner et de bien d'autres. Il démontrait qu'il nous faut persévérer dans notre voie, continuer à bâtir des hôpitaux, des blocs opératoires, comme nous l'avons fait au Vietnam, au Cambodge, en Afghanistan, au Mozambique, au Sénégal, au Mali et bientôt au Algérie, au Libéria. Ça, c'est la chaîne de l'espoir. Et puis, voilà les chiffres. Selon cette étude, la première cause de mortalité dans les pays en développement n'est plus le sida, la tuberculose ou le paludisme, mais l'absence d'un plateau chirurgical digne de ce nom. 15,6 millions de patients sont morts en 2016, faute d'avoir eu accès à un bloc opératoire pour une césarienne, une péritonite ou une fracture ouverte de jambe. Actuellement, il manque 2,2 millions d'anesthésistes, de chirurgiens et d'obstétriciens dans ces pays. Enfin, dans 90% des cas, la mortalité maternelle aurait pu être évitée si les femmes avaient pu accoucher dans un hôpital. On comprend la nécessité de la chaîne de l'espoir. Tout à fait. Ce que vous avez cité, c'est une étude du Lancet. C'est un élément fondamental. Et il y a eu la conférence pour le sida il y a quelques jours et il faut continuer. Et les mobilisations pour le sida, la tuberculose et le paludisme ont été extraordinaires et commencent à montrer leur efficacité. Mais ne pas pouvoir atteindre un bloc lorsque vous avez nécessité d'une césarienne, d'une appendicite ou d'une fracture de jambe est quelque chose, mais qui tue tous les jours et maintenant plus que ces affections réunies. Et donc, c'est pour ça que c'est le combat que je vais mener maintenant avec la chaîne de l'espoir et avec d'autres pour essayer de bâtir. Et nous sommes actuellement en train de bâtir un hôpital au Sinjar, là où il y a eu ce drame des Yézidis. Mais c'est extrêmement difficile. Les Yézidis, alors c'est cette jeune femme. Nadia Mourad, Ouais. dernier prix Nobel de la paix, esclave sexuelle, emmenée par Daesh, une espèce de calvaire abominable, et qui se bat actuellement pour que le génocide, encore, vous le citiez tout à l'heure, le génocide des Yézidis soit reconnu. C'est en Irak. Et puis Oui. l'actualité fait qu'aujourd'hui, la question kurde se repose à nouveau avec cette violence qui leur est faite par la Turquie, mais c'est habituel dans l'histoire de la Turquie, cette volonté de tuer le PKK, le parti du Kurdistan kurde. Le Parti des travailleurs kurdes, si je ne m'abuse. Parlons, si vous voulez bien, de l'hôpital en France. Alors on a l'étranger, le travail de la chaîne de l'espoir, ce que vous faites au Sinjar, etc. Je vous lis. À 6 h du matin, les lumières s'allument et je me faufile, une serviette et de quoi me raser à la main vers la douche du service. Chaque fois, cette petite cabine sale, sans un endroit où poser ses affaires censées rester sèches, m'exaspère. Sous le jet d'eau chaude, je sais que ma journée commence mal. Je regarde le bas de la porte rongé par l'humidité, la peinture écaillée, le carrelage disjoint. 28 lits dans mon service et une seule douche, peu ragoûtante, pour tous mes patients. Combien de fois en conseil d'administration, en comité de direction, en conseil de service et dans tous les comités possibles, j'ai abordé ce problème. Voir tous les matins les malades en petite tenue, parfois gênés, attendre leur tour pour se doucher et désolant pour ceux qui seront opérés dans la matinée, c'est un souci supplémentaire car une douche est obligatoire avant d'être peinturluré de bétadine une fois allongé sur la table. Je dois sortir tout nu. Pour m'essuyer et m'habiller des vêtements secs posés sur une chaise devant la porte de la douche. Heureusement, la file d'attente à cette heure n'est pas encore formée. C'est ça l'hôpital public en France ? C'est entre autres ça.
si vous voulez, tout est très contradictoire, c'est extraordinaire sur certains côtés et désespérant sur d'autres. Alors, vous savez, on parle beaucoup de l'hôpital, il y a eu l'appel des 108, il y a les grèves multiples aux urgences, mais si vous voulez, à un moment, il faudrait avoir une vision globale, parce que selon la focale que vous utilisez, vous pouvez dire le contraire et l'inverse. Il y a d'abord des problèmes structurels considérables que nous n'avons pas résolus. C'est la tarification à l'acte. Ça a été un désastre. On a fait de l'hôpital un endroit où on doit être rentable. L'hôpital ne sera jamais rentable. Et donc, il faut dire la vérité aux patients. Et alors là, excusez-moi, je vais probablement choquer, il faut dire la vérité aux patients. Et arrêter le système open bar à tous les étages. Pour les patients, pour les médecins, pour les biologistes, pour les radiologues, pour les ambulanciers, pour les taxis et autres. Alors, vous allez me dire, une fois que vous avez dit ça, je suis d'abord, si vous voulez, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, je suis pour faire une association qui soit la défense, une association pour la défense de la sécurité sociale, qui est le joyau de notre bien collectif, de notre République. Et je serai pour, si vous venez dans mon service, je voudrais que lorsque vous sortiez, déjà vous ayez une en tête de la République française. Monsieur Lefebvre, vous avez été opéré dans le service du docteur Chesson. Ça vous a coûté autant La République française est heureuse d'avoir réglé pour vous 12 000 €, ce que coûte à peu près l'opération de Monsieur K. Nous vous remercions d'avoir participé par le ticket modérateur pour 63 €. Alors vous allez me dire, une fois que vous avez dit ça, eh bien je dirais, une fois que vous avez dit ça, je vous assure que le dimanche, au déjeuner de famille, l'oncle Albert dira, tu te rends compte ? Ils ont payé 42 000 € pour moi. Et les chiffres sont considérables. Un traitement pour l'hépatite C, c'est 22 000 €. Une greffe, c'est 100 000. Déjà, prise de conscience. On se met tous ensemble et on arrête de taper tous, sur la sécurité sociale et réalisme. Deuxième chose, on supprime la tarification à l'acte. Troisième chose... Oui, ça pousse évidemment à la consommation, comme il y a aussi l'appât du gain ou l'appétit du gain dans vos professions. Voilà. Bien sûr. Ce que vous dites. Ensuite, je dirais, problème de la démographie médicale. Vous en avez parlé. Mais c'est un tsunami qui nous attend. 19 000 postes vacants dans nos hôpitaux. Et tenez-vous bien, 44% des effectifs actuels de médecins ont plus de 55 ans. Ce qui fait que le pire est à venir. Et alors, autre petite chose qui est très politiquement incorrecte, mais que je pense profondément... Il faut fermer des hôpitaux. Il faut fermer des hôpitaux et surtout que le maire ne soit plus le président du conseil d'administration. C'est-à-dire qu'on laisse les administrateurs avec les médecins, que les médecins reprennent un peu de pouvoir, mais que, si vous voulez qu'on arrête toujours ces défilés, ne fermez pas ma maternité et autres, tout ça n'a pas de bon sens. Il faut fermer certains hôpitaux, les transformer en long séjour, en EHPAD, mais ouvrir le dossier sans qu'il soit instantanément conflictuel. J'ajoute une chose que vous racontez dans votre livre, c'est cette idée que vous vous entourez d'avis. Autrement dit, vous entourez d'avis pour être capable de dire « je ne vais pas ouvrir ». Oui. Donc vous n'êtes pas forcément interventionniste. Vous savez, il y a une chose qu'on dit très souvent pour nous, pour moi. Un bon chirurgien est celui qui sait ne pas opérer. C'est-à-dire d'éviter d'opérer. Le bistouri n'est pas la solution, c'est la solution ultime. Et je dis très souvent que le double avis est souvent nécessaire, si ce n'est indispensable. Et c'est pour ça que tous les dossiers dans mon service, et comme beaucoup d'endroits dans les hôpitaux, est discuté dans un staff multidisciplinaire pour être sûr que la décision est collégiale et collective. Un petit clin d'œil. Je vous propose en septembre 2017, on recevait ici Alain Deloche,
avec lequel vous travaillez, etc. Mon frère, mon père, Voilà. mon ami. Et voilà ce qu'il disait. Et je vais vous poser la question, parce que maintenant, c'est ce vers quoi vous allez aller quasiment à temps plein. Voilà ce qu'il disait de la professionnalisation de l'humanitaire. Le tournant a été pris dans les années 80, lorsqu'on a osé prononcer le mot de professionnalisme. Bernard Kouchner ne comprenait pas le mot. Moi, je commençais à comprendre. Et donnons-nous les moyens de faire. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté les rêveurs et de l'autre côté les pragmatiques. Et les pragmatiques l'ont emporté. De fait, donnons-nous les moyens. Donc, s'il faut des moyens financiers, et là, vous montez l'échelle du marketing, de la communication obligatoire, etc. Et donc maintenant, le grand débat, c'est y a-t-il encore des bénévoles volontaires? Je le pense, heureusement. Mais le professionnalisme est surtout induit par les grands bailleurs de fonds qui ont des exigences de rendu budgétaire, par exemple. Ce qui fait que maintenant, l'humanitaire, au sens large, est un monde et qui oblige à de nouveaux métiers, les métiers de l'humanitaire. Et donc, voilà, on y est. Il y a 52 masters en France qui peu ou peu touchent à l'humanitaire. Il y a une école de logistique. Et donc, alors, Bernard Kouchner, là, on est un peu... C'est la fin du romantisme. Ah oui. C'est la fin du romantisme? Vous êtes sur la... Oui, je pense que je suis d'accord avec Alain, mais il est peut-être un peu défaitiste. Pourquoi? Parce que, si vous permettez, je vais venir d'abord une seconde à ce qui se passe chez nous pour arriver là-bas. D'abord, écoutons de nouveau les médecins. Retirons ces 35 heures. Ces 35 heures sont une catastrophe. Et je vais venir à ce que dit Alain. Pourquoi c'est une catastrophe? Parce qu'on a rendu les médecins comptables de leur temps. C'est une vocation d'être médecin, c'est une vocation d'être chirurgien. Journaliste aussi, hein? Mais exactement. Et d'avoir compté. Et on passe son temps à compter le temps, le repos compensateur, le lendemain d'une garde à 8 heures, on est obligé de quitter ses gants. Mais il faut rester auprès du patient, il faut parler à la famille, il faut faire les transmissions. Et donc on a cassé cet esprit du médecin en France. Mais vous avez aussi une épouse qui est médecin elle-même et qui accepte que vous restiez à Pontoise dormir parce que vous êtes aux côtés de Monsieur K. Mais c'est pas le cas de tous les mais ma femme passe à peu près 60 heures par jour. 60 heures par jour minimum. Vous êtes malades tous les deux. À l'hôpital Necker parce que il est indispensable d'avoir cet engagement. Et quand je dis engagement ici, si vous avez l'engagement ici, vous avez l'état d'esprit pour l'autre. Et vous arrivez, et on rejoint ce que disait Alain et ce que disait Bernard, c'est-à-dire de continuer cet esprit extraordinaire qu'a impulsé dans le monde entier la médecine française, qui étaient les French Doctors. Et les French Doctors, ils ne sont pas là à compter leur temps. Ils y vont, c'est dangereux, et ils donnent, ils vont. Et donc... Ce qui n'est pas forcément exclusif de la professionnalisation dont parle Deloche. Hein, Oui, mais il faut que ça reste. Il faut que ça reste. Le cœur de... Il faut que ça reste. C'est très important. Alors, soit dit en passant, vous avez aussi créé la chaîne du savoir en 2015. Donc ça, c'est la transmission du savoir médical. Oui, tout à fait. Et je voudrais qu'on termine cette conversation avec ce petit morceau d'écriture qui, je trouve, résume parfaitement, et voilà, c'est la fin du livre, mais je trouve que c'est une très belle fin, parce qu'il est 2 h du matin et que vous décollez de Lomé. À côté de moi, la petite Asmara est assise, sanglée dans son fauteuil, fascinée par l'avion et ses écouteurs de musique qu'elle regarde sans comprendre à quoi ils servent. Elle respire rapidement, les ailes de son nez sont pincées, la baisse de la pression d'oxygène liée à la pressurisation m'inquiète, voilà, toujours le côté médecin, hein, car elle pourrait aggraver son état. Finalement, la petite s'assoupit. À l'arrivée à Roissy, tout est prêt pour nous accueillir. Épuisée, Asmara est installée dans une chaise roulante que je pousse devant moi. Elle me tient la main car je suis la seule présence humaine qui la rattache à son passé récent.
après la douane, le portillon automatique s'ouvre sur le hall des arrivées, où une foule attend les passagers. Monsieur et Madame K sont là, souriants, une pancarte de la chaîne de l'Espoir à la main sur laquelle est écrit « Bienvenue Asmara ». C'est vrai? Oui. Et là, c'est magnifique parce que Monsieur K, c'est c'est le fil rouge. C'est le fil rouge de ce livre. C'est cet homme que vous avez opéré d'un problème dans l'aorte et qui finalement passe dans votre camp. Où vient et je trouve que cette fin-là est magnifique parce que tout ce qui apparaît au fil de votre livre et de l'interrogation sur votre métier, c'est quand même l'idée de ce qu'on appelle le colloque singulier plutôt bien réussi, quoi. Voilà, donc malgré l'arrogance, l'arrogance du bistouri. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Oui, j'ai un objet qui est un objet que je manie beaucoup, qui est une gouge. Ah, je pensais que c'était un scalpel. Non, c'est une gouge parce que je suis sculpteur, je sculpte le bois. Et ça, c'est une gouge qui a à peu près 50 ou 60 ans d'existence, avec un acier britannique de grande qualité et qui taille merveilleusement le noyer, le chêne, ou lorsqu'on a la chance d'avoir du poirier, qui est un bois magnifique à sculpter. Et donc, je suis fasciné par ces objets qui taillent une des plus belles matières, parce que je suis amoureux du bois, je suis amoureux de la Vous êtes sculpteur? Oui. Et vous sculptez du bois, donc? Oui. Et quel est l'esprit dans lequel vous travaillez? Parce que je fais des pièces très importantes, souvent volumineuses, qui me prennent en général chaque On en voit pièce, quelques-unes. Oui. un an et demi, 2 ans. Et ça m'absorbe totalement et ça me lave l'esprit. Ça me fait parfois oublier que j'ai un patient en réa et je suis inquiet. Je suis inquiet parce que nos missionnaires à Kaboul sont en danger. Parce que hier, il y a eu 80 morts, un attentat au Mali, où on a aussi un hôpital. Et ça me permet de m'abstraire, de me dissoudre dans la fibre et de passer 1 heure à sortir un nez, une main. Et voilà, c'est mon jardin secret. Qu'avez-vous entendu de votre voisin, Beata Oumoubi Mérès? Beaucoup de choses qui ont résonné, qui ont fait écho, parce que moi je fais partie justement de cette génération de la professionnalisation, puisque j'ai fait un master 2 en coopération internationale, un des plus Vous êtes anciens l'incarnation de ce que disait Deloche il y a une seconde. Ouais. C'est ça, je ne suis pas du tout soignante, moi c'est vraiment la gestion de projet, mais paradoxalement, il y a aussi des choses qui... Après le temps du romantisme, qu'est-ce qui se passe? Et quand moi j'ai postulé parce que je voulais retourner travailler au Rwanda dans une ONG française, on m'a dit vous êtes trop rwandaise, vous ne pouvez pas, on ne peut pas vous envoyer sur un poste là-bas parce que c'est votre histoire. Et ça, je trouvais que c'était quand même une très grande ONG, assez aberrant, c'est-à-dire que on préfère envoyer parfois des gens qui ne connaissent rien et ne connaissent pas la langue à quelqu'un. Bon, c'était un cas personnel, mais ça démontre quelque chose aussi, de la même façon que c'est très important ce que fait la chaîne de l'Espoir, parce qu'il n'y a pas de soignants, parce qu'il n'y a pas de plateau technique, mais se pose aussi la question, et moi j'ai travaillé aussi là-dessus quand je travaillais dans la lutte contre le sida, sur la fuite des cerveaux, c'est-à-dire que les États africains, par exemple, ont mis beaucoup d'argent à former des médecins, sur des deniers qui n'étaient pas très importants. Il y a certains pays aujourd'hui où 50% des médecins sont partis en exil, vivent à l'étranger, parfois n'exercent même pas en tant que médecins, et se posent la question de comment faire en sorte qu'il y ait, après la fuite des cerveaux, un retour des cerveaux, et qu'il puisse y avoir aussi une possibilité d'être soigné sur place. Donc, bien évidemment, la chaîne de l'Espoir, qui en plus a été fondée en 94, l'année du génocide, 79 quand vous êtes parti sur ce bateau, c'est l'année où je suis née. Donc il y avait vraiment beaucoup d'écho dans les dates et dans les faits. Mais aujourd'hui, l'avenir, c'est aussi comment sortir de l'urgence et comment sortir
à terme, et c'est toujours aussi penser les projets humanitaires en disant comment ensuite, à un moment donné, les pays et les professionnels locaux vont pouvoir être en capacité de s'approprier. Voilà, et c'est un vrai défi, le retour des cerveaux. Je pense que ce que vous dites est très important et si vous voulez, pour nous, soigner est relativement secondaire. Le sujet fondamental, c'est de former. Et aujourd'hui, par exemple, à Kaboul, le docteur Najib Oulabina a opéré 3 cœurs ouverts et il le fait tout seul. Mais on a eu 10 ans de compagnonnage et il faut à tout prix les former et qu'ils restent. Je suis tout à fait dans votre ligne. Madame, Monsieur, merci de cette conversation. Je précise qu'actuellement, vous travaillez à Bordeaux sur un programme de prévention du suicide. Voilà, vous êtes dans l'humanitaire, d'une certaine manière. Madame, Monsieur, merci de cette conversation. On se retrouve la prochaine fois. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis, notamment, et il y a toujours surpopulation dans les prisons françaises. À la prochaine fois. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus, alors quelle importance le nom du bal perdu.